Ok, parfait. Bien. Bon, écoute, tu as pratiquement déjà tout répondu. Tu sais que c'est un truc, c'est marrant. Moi j'ai toujours rêvé de faire de la radio. J'adore toutes les interviews, si je veux, c'est l'idée à un moment donné que tout ce qui bouillonne dans ta tête, tu dois trouver un canal pour que ça, et ça me fait du bien. J'ai une psychanalyste qui est, en fait, elle travaille à l'université de Gand et elle fait sa thèse donc, elle veut vraiment créer quelque chose sur la psychanalyse de l'art et elle m'a pris comme sujet. Enfin, elle le fait autour de mon travail et ça fait 4 ans. Mais alors c'est formidable parce qu'elle utilise vraiment tous les trucs de la psychanalyse. Alors par rapport à mes projets, si tu veux, par rapport à la création, l'état dans lequel je suis, la création, tout ça, et j'adore quand elle vient. J'adore quand elle vient parce que je dis, je ne la paye pas, elle vient à domicile. Et alors, elle dit juste 2 mots, et puis ça dure 2 heures, et après je me sens très bien. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que j'attends de toi que tu... Ben écoute, j'ai noté toute une série de questions qui sont... Bon, tu utilises souvent les objets dans ton travail. Dans quel but fondamentalement est-ce que tu les utilises? Ce n'est pas d'ordre esthétique, c'est plutôt, tu utilises un peu comme intermédiaire. Oui, pour moi c'est une présence. Je ne sacralise pas l'objet en lui-même, mais c'est une présence, si tu veux, j'ai l'impression que ça donne une densité, des choses différentes de la densité du corps, de la densité de l'esprit. J'ai eu un choc, alors c'est stupide, mais il y a la colonne de Claudel à Notre-Dame de Paris, avec une petite plaque où il est mis, c'est ici que Claudel a été appuyé Claudel est appuyé contre cette colonne quand il a eu la vision de toute son œuvre et puis tu as aussi l'appui de fenêtre contre lequel Valérie était appuyée, sur lequel Valérie était appuyée quand il a eu aussi la vision, Monsieur Tess et compagnie. Et c'est fou parce que je me dis, tiens, c'est marrant, ces gens qu'on peut considérer comme de purs esprits, il fallait quand même qu'ils soient appuyés contre quelque chose. Et pour moi, l'objet, si tu veux, une sculpture aussi, ça me permet d'appuyer des idéaux, des émotions, et que j'ai l'impression que les objets sont vraiment chargés de quelque chose, mais je ne veux pas, alors c'est peut-être un enfant de Magritte, hein, je ne veux pas leur donner une histoire, je ne veux pas les psychologiser, c'est-à-dire l'objet c'est presque comme une pile dont on a besoin, mais on la remplit, chacun la remplit de la façon dont il veut la remplir. Si tu veux, quand Magritte peint un chapeau, il ne peint pas un chapeau qui a été porté par telle personne qui a souffert pendant une période, qui était heureux pendant. Tu le vois et tu te dis, c'est un chapeau. Et moi, mes objets, j'essaie qu'ils aient ce truc-là. Simplement, une table, c'est une table. Et à partir de ce moment-là, chacun va la charger de tout ce que peut être une table pour lui. Et je veux qu'il rentre dans mes histoires à travers l'objet, mais avec toute cette ouverture qu'a les objets. Et c'est très proche aussi, si tu veux, pour le moment, je travaille sur un opéra autour des aveugles, de Maeterlinck, les aveugles de Maeterlinck, et Maeterlinck avait ce même rapport aussi aux mots. Si tu veux, c'était des mots un peu toutes boîtes, c'était quand je dis toutes boîtes, ça peut être il fait beau, je sens les feuilles mortes. Comme quand tu vas chez ton boucher et que tu dis il fait beau. Ce sont des phrases qui ressemblent à mes objets. Il fait beau, bah oui, il fait beau. Mais à la fois, Maeterlinck, il voulait prendre les mots les plus ouverts possibles pour qu'on puisse y rentrer avec toute une métaphysique, avec des tas c'est-à-dire le mot est presque vide pour pouvoir recevoir le monde entier dedans. Et bien, je dirais que mes objets, c'est ça. Je ne veux pas qu'ils soient fermés par un vécu, par une... Donc, si c'est un paillasson, c'est un paillasson. D'accord. Donc, tu réponds en partie à ma deuxième question. L'objet est avant tout
avant tout un concept de médiumnicité, comme ce qu'on dit. Il fait passer des choses. Alors la question c'est, est-ce que tu fais parler les objets ou as-tu l'impression que les objets parlent pour toi? Ah, en tout cas, c'est vraiment un dialogue avec le... Alors, je ne suis pas, et encore peut-être, je ne suis pas animiste, mais ça m'intéresse beaucoup l'animisme. C'est-à-dire, je me dis qu'il y a des charges, que les objets viennent quand même de la vie. Tu vois, si je parle de la table, mais toutes les veines de la table, ben, ça vient de la vie, quoi. Les tâches de... Alors, ça ne vit pas, ça n'a pas une conscience, mais je crois que ce sont comme des révélateurs et qu'il y a cette charge. Si je veux, j'adore cette scène qu'il y a quand Rabelais parle des sons qui sont pris dans les blocs de glace. Et quand les blocs de glace fondent, les sons émergent. J'adore cette idée-là. Parce que si tu veux, moi ce que j'aime bien, c'est de me dire que dans les objets, il y a de la mémoire. Il y a de la mémoire qui est contenue. Et que parfois on peut ouvrir les objets comme on ouvre une noix, ou comme quand on casse un œuf, et qu'il y a des parts de mémoire. Et que quand on casse cette mémoire, ça devient de la mémoire vive. Et donc ça m'intéresse vraiment beaucoup, si tu veux, dans ce rapport aux objets, c'est voilà comment les hommes vont pouvoir y trouver des formes de mémoire qui ne sont pas les mêmes mémoires qui sont les mémoires directes des hommes. Tu vois, c'est une forme d'intermédiaire qui, à mon avis, nous donne en plus une certaine distance et ouvre cette mémoire. Alors une question aussi qui me tarabiscote un peu, c'est comment nommerais-tu tes interventions? Est-ce que c'est terminologie conteur, hein, donc j'ai vu ce dernier spectacle, Benchi d'Angers. Comment, parce que j'ai des difficultés, comment te définir en tant que... et c'est une question, c'est vraiment une question centrale, si tu veux, que je ne veux pas... tu vois, je pourrais dire, oh bah moi je n'en sais rien, et à la limite c'est aux autres de me nommer. Ou de nommer, tu vois, me nommer non, mais la discipline ou les objets que je produis. Et je trouve en même temps que c'est important d'essayer de nommer les choses parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des enjeux contemporains. C'est que, si tu veux, conteur, pour moi, c'est quand même quelque chose qui correspond à une certaine façon de faire. Pour moi, chaque métier a vraiment son intelligence, a ses protocoles, et que dans ce que je fais, je me dis, il y a des mots à inventer. Il y a, si tu veux, parce que je ne veux pas au début, tu vois, on dit c'est transversal, c'est hybride. Je ne veux pas me contenter de ça. Parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que le jazz, ben, ça vient d'une chose, d'une autre, et ça n'a pas été de la musique hybride. C'est devenu le jazz, et maintenant le jazz c'est quelque chose. Et je trouve qu'on est dans une période, si tu veux, charnière, où, voilà, ce que je fais, c'est quoi? Et c'est étonnant, si tu veux, que, par exemple, je vais participer à un festival au Luxembourg de monodrama. Et le monodrama, ça vient de Russie. Le monodrama, c'est seul sur un plateau, en face des gens, c'est toi qui gères tout, la lumière, la musique, les objets, tu pars d'un vécu propre et voilà. Maintenant c'est quelque chose mais qui vient, c'est énormément de jeunes en Russie. Et puis il y a des festivals de plus en plus en Europe. Alors c'est très drôle parce que moi j'ai l'impression d'être... tu vois, totalement isolé des formes postmodernes actuelles, de vivre dans un monde en noir et blanc, d'écrire à l'imparfait. Et c'est drôle de se dire, ah, ça correspond parce qu'il y avait un jeune gars qui était là d'ailleurs quand tu as vu le Benchi, qui s'occupe de ce festival pour le musée, pour le MIDAM au Luxembourg, et il a 24 ans. Et ça correspond vraiment à ses préoccupations. Et il est venu avec un mot, monodrama, pour une partie. Et bien, ça me plaisait beaucoup. Tu vois, de me dire, tiens, je ne le savais pas, mais ça correspond à quelque chose de vraiment contemporain, avec un nom qui a été créé. C'est-à-dire, c'est un nom en plus qui rassemble des choses différentes. Tu vois, donc qui sont de l'ordre de la performance. C'est pas vraiment de la performance, mais il y a de la performance.
c'est pas vraiment du théâtre, mais il y a du théâtre, et je cherche toujours, tu vois, parce que avec justement ma psychanalyste Sarah, elle me dit, mais finalement ce que tu fais c'est de la performance. Je dis non, je ne crois pas être ici parce que ce que tu fais, personne d'autre ne peut le faire. C'est-à-dire, c'est pas que si tu veux, les histoires que tu racontes, quand tu les racontes en public, un acteur ne peut pas le faire parce que ce serait joué par un acteur. Il faut vraiment que ce soit ta parole, que tu parles comme je sais pas à toi. Et donc elle dit, et la performance c'est ça. Une performance n'est pas... Mais, alors, je ne sais pas si elle a raison, je ne sais... mais toutes ces discussions-là sont vraiment importantes. Et je trouve que c'est une des... si tu veux être contemporain, c'est aussi essayer de nommer les choses. C'est produire, mais ne jamais oublier que c'est important de nommer. Que c'est aussi... nommer donne la vie. Imaginons que tu dois nommer ce type de travail. Tu le nommerais comment? Moi, je le nommerais performance. Performance. Oui, je le nommerais performance parce que, si tu veux, surtout par rapport au statut des objets, c'est que ça reste, si tu veux, pour moi, c'est que je peux travailler autant pour un projet qui va être dans une salle d'exposition qui va rester 2 mois là-bas, que pour un objet que je vais montrer une demi-seconde sur un plateau. Et donc, ces objets ne sont jamais pour moi des accessoires. C'est tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, tu vois, tout ce que j'attends d'un objet, tout ce qui est... Mais je veux qu'il ait... tu sais, j'avais fait pour le premier projet que j'avais fait pour la scène, j'avais fait un genre de marionnette, mais qui était en métal, qui m'avait coûté 3000 €, qui était faite par un gars qui customise d'Harley Davidson, qui pouvait travailler au 10e de millimètre, sur du métal. Et ma marionnette était en métal, et puis quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu ne l'as pas faite en bois, ça te coûtait 50 €, et comme tu l'as fait en ombre chinoise, de toute façon, je ne pouvais pas. Il fallait que l'objet soit vrai, c'était pas un accessoire, il fallait qu'il ait sa vie propre, il fallait que, tu vois, et ça, je me rends compte que j'envisage vraiment les objets en tant que plasticien, et que je me sens... c'est très drôle, plus je fais des projets pour la scène, plus je me sens proche du monde de l'art. C'est comme si j'avais besoin de ce souffle-là pour retrouver le monde de l'art. Alors passons directement par la dernière question. Oui. On verra si c'est la dernière ou pas. Oui. Mais cette idée de finitude, oui, qui embrasse un peu ton travail actuellement. Je pense à la dernière représentation que j'ai vue, le Benshi d'Henri, qui parle, qui est centré sur le thème de l'Apocalypse, cette fameuse tenture que tu revisites. Ce spectacle, Smatch, que tu nous prépares pour 2012 et pour 2013. Smatch, c'est Dominique, hein, ça c'est pas moi. C'est Dominique. Ah oui, moi je ne sais pas Smatch du tout. Mais on vit ensemble depuis 33 ans. Et ce n'est pas innocent, mais tout ça a une flirte avec cette idée de fin, de finitude. Quel est ton sentiment par rapport à tout ça? Est-ce que, parlons un peu de Saint Jean et de l'Apocalypse. Oui, mais tu sais que l'Apocalypse, c'est... Alors, dans l'inconscient collectif, c'est l'idée que le monde se termine dans un drame, alors que si tu restes au plus près de la définition, c'est le moment de la révélation. C'est-à-dire, à un moment donné, je ne suis pas croyant, mais je viens de là. Donc, je veux dire, ça fait partie de mon héritage, et je sais qu'on vit tous avec des images, si tu veux, voilà, peut-être que je suis aussi à un âge où la notion du parcours est de plus en plus importante. C'est-à-dire où tu ne vois plus, ce n'est plus une succession de projets, tu vois, où à un moment donné, presque chaque projet vit par lui-même, et puis là maintenant, c'est plus l'idée de voir justement, ça me mène où? Cette succession de projets, il me mène où? Et voilà, ça vient peut-être de cette question-là. En même temps, mes amis m'appellent le ravi.
le ravi, parce que je suis ravi. Et c'est vrai que j'ai eu vraiment, si tu veux, jeune, je me suis vraiment lancé dans le monde de l'art en me disant que ça pouvait changer le monde et me rendre heureux. Et ça a marché. Et donc j'attends vraiment, si tu veux, quand je dis ça, ça mène où, je crois que réellement, justement, tout le paradoxe humain d'être à la fois fini et pas fini, de pouvoir dire le mot éternité en se sentant un grain de poussière par rapport à ce mot éternité, mais pouvoir le concevoir. Tu vois, tout ce paradoxe-là, eh bien, j'ai vraiment le sentiment que justement, des formes artistiques peuvent nous permettre de mettre cette chose-là à notre mesure, de se dire que l'éternité peut aussi être à la mesure de l'homme. Alors ça vient d'un dépassement de soi, hein. Mais quand tu dis cette finitude, je crois que c'est peut-être justement assumer un paradoxe, assumer que le mot existence, c'est existere, c'est se tenir hors de soi, et qu'on n'existe que si on peut se tenir hors de soi. Alors c'est peut-être ça le but final, c'est comment une fois qu'on sera hors de nous-mêmes, on existera encore ou on existera vraiment. Tu vois, donc peut-être l'Apocalypse, ça vient de ces questions-là, mais tout ça pour dire que je ne suis absolument pas un artiste postmoderne et qu'au contraire, c'est comment des formes artistiques peuvent incarner des idéaux. Oui, quand tu parles d'existence hors de soi, oui. Tu te raccroches au monde invisible, le monde qui est peuplé de choses... Non, si tu veux, quand je parle d'existence, si tu veux, c'est comment à un moment donné, dans tes expériences, tu peux trouver l'essence. C'est-à-dire de se dire que je ne me vois pas comme un buvard d'expérience ou quelqu'un uniquement construit à partir de ses expériences, mais que si tu veux, l'expérience est une mesure humaine, mais que l'expérience est aussi une porte ouverte sur l'essence. Et l'essence, quelle est l'essence de l'homme? Voilà, ou même plus loin, quelle est l'essence de la vie? Et que je ne tiens compte des expériences que dans cette perspective de l'essence. Et que pour moi, une expérience artistique aussi, si tu veux, c'est une expérience du corps, c'est une expérience qui peut être sensuelle, c'est une expérience qui peut être extrêmement physique, symbolique, mais qui, pour moi, si tu veux, ne me touche que quand elle ouvre des portes sur l'essence. Qu'est-ce que tu entends par le mot essence? L'essence, c'est vraiment ontologique. C'est qu'est-ce qui, si tu veux, quelle est mon identité? Est-ce que mon identité profonde ne tient que aux expériences que j'ai vécues, ou est-ce que se sentir soi, ou se sentir en vie, ou sentir la vie, c'est quelque chose qui dépasse aussi ce sentiment-là, qui peut être au-delà. Tu vois, qui va être que l'essence, c'est qu'il n'y a pratiquement pas d'invariant dedans, qui a oui, dis-moi. Et c'est intéressant que tu parles d'essence et en même temps que tu te raccroches à l'identité. L'essence, ce n'est pas par nature la mort de l'identité, ce n'est qu'à partir du moment où tu te meurs à toi-même que tu rentres dans une autre dimension. Mais pour moi, ce n'est pas une autre dimension. Tu vois, pour moi, c'est absolument pas une autre dimension. Quand on aime quelqu'un, on peut avoir 20 ans, eh bien, l'expérience peut te dire que tu aimes un corps de 20 ans, les espoirs, tout ce qui se passe quand on a 20 ans, et peut-être que l'essence de l'amour, c'est autant aimer la personne vieille, enfant, morte, pas là, tu vois, et que si tu vas justement sur l'essence, c'est quelque chose qui va dépasser tout ça, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas le rencontrer qu'une fois que tu n'es plus là ou que l'autre n'est plus là. Non, j'ai l'impression que c'est là aussi. Tu vois, que c'est que ces moments, que l'expérience, si tu veux, au travers de l'expérience de l'amour, tu peux aller au-delà de ce que tu vis à ce moment-là. Et que si tu vas au-delà, ça ne fait qu'enrichir aussi l'expérience. Et ça, je pourrais être... si tu veux,
l'autre jour, voilà, je peux te dire vraiment, j'étais voir, c'est très beau, il y a une expo sur la danse à Beaubourg. Hein. Ah oui. Et une expo merveilleuse, exceptionnelle, oui. exceptionnelle cette expo. Et là-dedans, il montrait si tu veux, c'est Kandinsky qui avait fait un spectacle autour des tableaux d'une exposition. Et il avait fait des grands décors avec des aquarelles, tout ça. Et puis, mais on n'a plus aucune trace à part 11 petites aquarelles. Et un pianiste a refait un dessin animé à partir de ces aquarelles-là. Et il a joué les tableaux d'exposition piano. Et je regardais ça, et à un moment donné, j'ai vraiment senti toute cette vibration, à la fois Mussorgsky, qui avait fait ça, le tableau d'une exposition, c'est un de ses amis qui était peintre, je ne me souviens plus de son nom, mais qui avait fait une exposition. Et puis Kandinsky qui fait des tableaux à partir de là, c'était pour le Beaux, c'était une commande du Beaux, ça date de 1928. Puis un pianiste qui fait ça en 2007, qui fait appel. Puis moi qui le regarde en pensant au projet d'animation que je vais faire pour l'Opéra des Aveugles à partir de Maeterlinck, qui parle aussi de vibration, qui parle... Et à un moment donné, si tu veux, j'ai senti que j'étais dans un projet artistique, mais qui me dépassait aussi complètement, tu vois, et qu'à travers ce rapport que j'avais en regardant ça sur mon ordinateur, tu vois, un petit truc un peu cracra comme ça, mais ça me mettait totalement au monde, et qu'il n'était plus question de mon projet à moi, tu vois, dans un cadre, mais qui avait vraiment cette vibration-là, et je crois que moi, c'est vraiment comme ça, enfin, l'art... me permet de vibrer, d'être dans une vibration dans le monde, quoi. Et pour moi, c'est peut-être ça l'essence. Tu vois, l'essence d'un projet, c'est ça. Tu veux dire que les choses sont liées, finalement? Oui, sont liées, et puis que, si tu veux, tu as une vibration très très forte entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, que dans une phrase que je te dis, à un moment donné, ça peut être vraiment le sens direct, mais que je puisse sentir aussi que le son du mot que je te dis résonne à mes oreilles et que ça me ramène aux premiers hommes qui parlent, et que la parole, ça vient aussi d'entendre un ruisseau qui coule, un oiseau qui a chanté, que les premiers hommes ont peut-être répété pour chasser l'oiseau ou je sais pas quoi, et que, si tu veux, à un moment donné, ce n'est même pas une construction de l'esprit, mais la vibration, tu le sens dans ton corps. Tu vois? Et donc, ça, pour moi, voilà, c'est vraiment, quand tu te demandes la finalité, c'est cet état de choses, c'est cet état d'être au monde, c'est cet état donc, plus de lien, mais je dirais plus d'une ouverture totale. Quelle est l'affinité que tu as avec la danse, par exemple? Je pense que ton travail, tu fais quelque part, tu fais danser les mots. Oui, oui, il y a, alors, les affinités, depuis toujours, si tu veux, le corps pour moi est quelque chose de magique, mystérieux. Je vais dire, c'est presque ma part étrangère. Tu vois, le corps, dis-moi, je sais ce que c'est. À la fois mon corps, quand on me dit la flore intestinale, je vois des fleurs dans le ventre. J'ai pas une connaissance plus forte de l'intérieur de mon corps. Mais à la fois, j'ai toujours, par exemple, pour chaque expo, quand je place une histoire dans un lieu, mon histoire parle toujours au corps du spectateur. C'est comment il va l'approcher. Mais comment il va l'approcher physiquement? Est-ce qu'il va se pencher pour lire le texte? Est-ce qu'il va s'arrêter? Est-ce qu'il va devoir tourner autour? C'est comment l'histoire va lui rentrer dans le corps, d'abord. Et donc, il y a vraiment quelque chose, c'est comme si j'étais un chorégraphe, pas un danseur, si tu veux, mais je joue vraiment avec le corps des spectateurs. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important. Mais lié, justement, si tu veux, à un moment donné, mais tu sais, c'est quelque chose qui est très proche aussi. C'est pour ça, quand tu apprends un texte par cœur, les comédiens, là par exemple je fais pour l'opéra pour les aveugles, et j'ai celle qui s'occupe des chanteurs et qui me dit mais quel mouvement est-ce qu'ils vont faire, parce qu'ils ne peuvent retenir le texte que si c'est vraiment lié à un mouvement.
Et donc que l'histoire, tu vois, apprendre un texte, apprendre des mots et le corps, c'est extrêmement lié. Qu'un mot, tu le sens d'abord dans ton corps. Donc en deux mots, pour parler de ce projet, donc tu vas travailler avec des aveugles. Non, 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 non. C'est une pièce, c'est Maeterlinck qui a écrit une pièce qui s'appelle Les Aveugles et qui va être, comme c'est le 150e anniversaire de la naissance de Maeterlinck et le 100e anniversaire de son prix Nobel, le seul prix Nobel belge de littérature. Et donc il y a ce projet qui est une coproduction avec donc, un théâtre de Gand qui s'appelle l'Ode, Vocal Lab qui sont des chanteurs d'Amsterdam, l'ensemble musique nouvelle de Mons, le Manège de Mons, le théâtre de Mons, le théâtre de la Place, et puis le Corridor intervient aussi dedans. C'est auto cette pièce-là, mais qui va devenir un opéra. Donc, et si tu veux, moi là-dedans, j'ai travaillé sur le livret, hein, pour prendre les phrases. Donc, je n'ai inventé aucun mot, ajouté aucun mot, mais c'est vraiment reprendre le texte de Maeterlinck et l'adapter pour l'opéra, et puis faire et la scénographie, et puis je vais jouer aussi là-bas. Et donc ça va être un travail avec Dominique qui, elle, va faire vraiment tout le déplacement des acteurs sur scène. Et voilà. Bien. Ben écoute, on va terminer oui. par un petit bilan. Imaginons que tu doives aller faire un petit... tu es recherché dans ton histoire, ton passé, les expérimentations qui t'ont frappé le plus, par exemple, est-ce qu'il y a eu des choses qui vraiment ont été pour toi particulières au niveau de ce rapport de communion avec les gens? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y en a une ou deux que tu peux nous décrire et que tu pourrais... Il y a eu... écoute, moi j'ai eu vraiment un très grand choc. J'avais été avec ma mère, j'étais très jeune, j'avais été à Paris, j'avais 12 ou 13 ans, et j'avais été visiter avec elle une expo, c'était rue Berrier, de Boltanski. Tout ça pour dire aussi que j'ai une chance formidable aussi, si tu veux, que ma mère aimait beaucoup la culture et qu'elle m'y emmenait jeune et que j'étais, si tu veux, j'étais baigné là-dedans jeune, quoi. Et c'était pour moi un choc incroyable. C'était une expo de Boltanski qui s'appelait Inventaire des objets ayant appartenu à une femme de Bois-Colombes. Et tu avais des vitrines et avec uniquement tous ces objets, mais ça pouvait être un soutien-gorge, ça pouvait être la nourriture qu'elle donnait pour le chat, ça pouvait être le journal où elle écrivait ses choses, et c'était simplement nommé, tu vois, soutien-gorge, soutien-gorge, nourriture de chat, nourriture. Et c'était incroyable parce que j'étais pris d'une... je sentais qu'il y avait une puissance là-bas dans le fait de nommer des choses et puis des choses qu'on laissait sur terre et qu'à la fois je pouvais totalement être dans la vie de quelqu'un. Que tu sais, quand tu es adolescent, tu te construis d'abord toi-même et de pouvoir sentir que tu peux être sensible à la vie de quelqu'un que tu ne connais absolument pas, justement par le biais des objets. Je sais que cette exposition, ça m'avait absolument bouleversé. C'était un choc incroyable, quoi. Donc ça a été vraiment une très très grande révélation. Oui, ça a déterminé oui, vraiment. la suite du parcours. Oui, oui, totalement. Oui, totalement. Et le Benchi va continuer encore? Ah oui. Il va aller à Angers, justement, au château d'Angers. Et cette fameuse tenture de l'Apocalypse existe? Ah oui, elle est invraisemblable. Hein. Tout ce que je dis est vrai. Mais tout ce que tu dis dans cette est vrai. Donc tu as été... Ah oui. Qu'est-ce qui t'a fait que cette tenture t'a directement happé comme ça? Qu'est-ce qui a fait que tu as... C'est un rapport aussi au temps, si tu veux. C'est que... vraiment, c'était la visite, c'était sur quelque chose qui était
tu vois, d'un texte qu'on pourrait dire sacré, quoi, hein, qui est le texte de l'apôtre Jean, mais que dans la tenture, c'est traduit vraiment par des scènes médiévales, et que réellement le guide parlait de Bush ou de Mandela. Et de me dire que c'est fou qu'un objet, tu vois, pouvait aussi être un buvard des époques, que le sujet peut être hors du temps, hein, l'Apocalypse, c'est vraiment l'idée qu'à un moment donné, tu vas être hors du temps, et qu'à la fois, c'est vraiment imprégné de chacune des époques qui peuvent être traversées. Ça, j'ai vraiment adoré. Et aussi l'idée des métiers. Si tu veux, de se dire que c'était des personnes qui ont passé des années comme ça à être en face et d'une image et voilà, d'un fil qui ne s'est pas perdu. Comme ça m'a, j'ai vraiment senti l'objet, si tu veux, tu vois. Et en anglais, pour raconter une histoire, on dit to spin a yarn. Et c'est vraiment l'idée de tisser. Tu vois, qu'on tisse une histoire. Et de me dire, mais ces gens-là qui sont restés des années, ils ne voyaient presque pas l'image qu'ils étaient en train de faire. Tellement ça prenait du temps, tellement. Et l'objet m'a terriblement touché, quoi. Alors, tu relis la tenture de l'Apocalypse, le décès de ta maman. Oui, ah oui, oui, il y a une. Mais si tu veux, pour moi, c'est vraiment cette idée de. Avec ces projets, c'est ça que j'essaie de faire, c'est vraiment avoir. C'est des choses très proches de ce que Virginia Woolf peut faire aussi, avec toutes les. C'est assez moderniste en fait. C'est à un moment donné. Se dire, tiens, comment une émotion en fait vibrer d'autres, et que moi ce que je voudrais, c'est pas déterminer chacune des émotions, mais c'est vraiment à un moment donné avoir cette vision globale, que même la moindre petite émotion est dans un comment je ne vais pas dire une répercussion, mais que automatiquement elle charrie d'autres émotions, comme ça, que la moindre petite vibration est en contact avec d'autres beaucoup plus fortes, ou que d'autres très fortes sont avec des petites vibrations, mais que c'est de voir comment justement toutes les émotions qu'on a en nous forment un tout. Et c'est ça que j'essaye chaque fois, si tu veux, de presque retrouver ce tout. Comme ça, qui est quel rapport à la disparition, à l'absence. Ce voyage en Indonésie, tu l'as fait? Non, mais je voyage autour de ma chambre. Non, mais si je l'ai fait, figure-toi, parce que d'une certaine façon, j'ai un ami à Vienne, quand j'ai fait le projet d'Oscar Certi à Vienne, et j'ai un ami à Vienne, chez qui je dormais, et puis il me dit, tu dois absolument aller à Bali, je sens que Bali c'est vraiment pour toi, et lui c'est un spécialiste à Commedia dell'arte, il est fou de masques, et puis il m'a parlé de Bali pendant des heures, il m'expliquait comment les gens faisaient des petits paniers, tu vois comment ils étaient, et je suis parti à Bali, je suis vraiment parti à Bali, donc si tu veux, après, je suis rentré de Vienne, mais en fait, je rentrais de Bali. Et pour moi, ce dont je parle, c'est un peu la même chose. Tu vois, une émotion comme ça, c'est que toute cette complexité, comment c'est imbriqué, les choses sont imbriquées les unes dans les autres. C'est ça, tu mélanges fiction, réalité, tu fais une espèce de... Oui, en tout cas, pour moi, fiction, c'est pas faux. Oui, oui, bien sûr, c'est une question d'échelle, comme ça. La fiction est une mise à l'échelle de la réalité. Il faut toujours remettre ça dans la bouche d'un artiste, pas d'un historien. Hein. Un historien me dirait ça, c'est pas loin du révisionnisme. Mais justement, tu vois, quand je parle chaque fois des métiers, ou que les métiers ont leur pensée propre, l'artiste peut vraiment voir aussi, peut vraiment sonder la mémoire dans ses racines fictives, dans l'inconscient collectif, pour moi, ça fait partie même du rôle de l'artiste, si tu veux. Quel est le rôle finalement de l'artiste? C'est de rééquilibrer justement tout ce négatif qui est autour de nous pour le moment. Alors c'est ça, quand tu dis pour le moment, le rôle, je ne donnerai jamais de rôle définitif,
et je ne dirais jamais que l'artiste a un rôle. Je dirais que l'artiste peut en avoir un. Ça fait partie de la palette, si tu veux, la palette d'un peintre, il peut y avoir du rouge et du bleu. Donc, dans la palette d'un artiste, il peut aussi y avoir le fait de tenir un rôle dans la société. Il y en a qui ne tiennent pas de rôle et qui sont de formidables artistes pour ça. Il se fait que, moi, cette couleur-là, de tenir un rôle dans la société, m'a intéressé dans le fait d'être artiste. Et peut-être qu'il y a, tu vois, je me dis qu'il y a, moi dans un des rôles que je sens que l'artiste peut avoir à la société, c'est le rapport à la communauté et à l'identité dans la communauté. Mais dans nos sociétés, je serais né en Union soviétique dans les années 50, je n'aurais certainement pas tenu ce discours-là. Mais il se fait que maintenant dans la société, ça fait partie, mais c'est pas une mission que j'ai, c'est pas une obsession, mais c'est aussi quelque chose qui compte pour moi. Mais c'est quoi finalement? Alors le rôle de l'artiste dans la société, tu vis à Liège ici, c'est quoi? Tu peux nous formuler Non, parce que je pourrais pas, si tu veux, tu vois, je réponds juste par rapport à ma nature, par rapport à mon éducation, par rapport à mon histoire, et donc il se fait que voilà, moi ça m'intéresse, ici à Liège, si je peux avoir un rôle maintenant dans ce contexte-là, c'est de se dire qu'on ne voit pas les artistes comme étant porteurs de projets individuels, mais de projets collectifs. C'est-à-dire de se dire aussi c'est l'identité d'une communauté, et aussi de me dire que par exemple pour moi, je te disais c'est important, même si je paye mes impôts en France, hein, parce que je suis domicilié en France, et pas pour payer, j'en paye plus que si je vivais ici, mais parce que la majorité de l'argent que je gagne vient de France, et que pour moi c'est important mais de se dire que voilà, les impôts pour la culture, ça participe à un projet collectif, et qui fait aussi que les responsables publics, les responsables politiques doivent voir que les artistes peuvent être porteurs d'un projet. Et ce que les politiques doivent défendre, ce ne sont pas de pauvres artistes qui meurent de faim, c'est-à-dire de ne pas placer la culture dans un projet social, mais dans un projet culturel. C'est-à-dire d'ouvrir, c'est de se dire, on ne doit pas aider les artistes à vivre, on doit aider les projets à vivre. Pourquoi? Parce que ce sont les projets qui vont aussi, les projets culturels, des projets artistiques, qui vont mettre en perspective l'identité d'une communauté. Et, et ça, il y a encore un travail immense à faire auprès des politiques francophones belges, parce qu'il n'y a pas encore cette prise de conscience-là, et qu'on est encore dans une politique du saupoudrage, c'est-à-dire de donner un petit peu à tous les artistes pour qu'ils ne meurent pas de faim, mais il n'y a pas cette idée que les responsables politiques doivent faire des choix culturels, de se dire, nous, on croit que tel axe culturel peut mettre notre communauté dans une perspective qui est bonne, ou qui nous intéresse, et qu'il y a des choix qui sont toujours douloureux, et qui ne sont absolument pas juste qu'ils soient bons ou mauvais, mais qu'à un moment donné, ça fait partie de cette responsabilité-là. Et d'aider avant tout les projets artistiques, avant d'aider les artistes.